Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'un recalage. Vous connaissez peut-être les formats debunk ou fact-checking sur la toile. Ici, chez Débrief, nous estimons qu'en fait, ce qu'il faut, c'est recager les gyroscopes. Comme vous le savez, la Terre tourne à 15 degrés 04 par heure. Et une des premières choses qu'on nous apprend en tant que navigant, c'est l'importance, régulièrement, à chaque point tournant, de comparer ce que nous dit notre cap gyroscopique avec le gyrocompas et la réalité, et d'avoir cette habitude, toutes les 10 minutes à peu près, de recager, de recalibrer, de réaligner nos centrales de manière à maintenir le cap. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous attaquer à 3 gros sujets. Le sujet numéro 1, dont l'inspiration nous est venue d'une chaîne d'information en continu nationale qui a plus que propagé des informations douteuses. Donc c'est à Odessa ce qui s'est passé, mais il faut rappeler en fait qu'aujourd'hui il y a un drone qui a été abattu en Lettonie, un drone qui a été abattu par des Rafales en mission, des Rafales italiens qui étaient en mission pour l'OTAN, et donc en fait on a une multiplication aussi parce que... Et de parler un petit peu de cette vidéo du MiG-29 qui intercepte un drone du côté d'Odessa, et d'en profiter pour aller vers un sujet vers lequel on entend énormément de bruit, qui est celui des chiffres et de la qualité de ces chiffres quand on parle de drones. Et rien de mieux pour recager nos gyroscopes en ce début d'année scolaire, que de regarder un petit peu les fameuses dérives des annonces en prenant des exemples historiques où on a su, après la guerre, grâce aux archives, ce qui était annoncé versus la réalité. Par exemple, en 1941, la Royal Air Force qui pense avoir abattu 322 aéronefs allemands, et au final, on apprend que c'est 81. Dans un troisième temps, on va s'intéresser à un autre sujet, celui des bombes planantes, désormais pour les Russes équipées de boosters pour aller plus loin. Et il y a un petit débat sur certains plateaux, sur certaines presses, qui nous explique que si on livre de l'armement RR très longue portée, comme le missile Météore que vous connaissez si vous suivez la chaîne, en face, ils ne pourront plus vraiment tirer leurs bombes à rallonge. Ce que je vous propose, c'est qu'on recage un petit peu les gyroscopes. Bienvenue dans ce format. Dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît et si vous voulez que ce devienne un rendez-vous à minima mensuel. Jingle. Et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre site web qui a récemment été remis au goût du jour, que ce soit pour nous faire intervenir dans votre entreprise, venir nous voir sur le bassin d'Arcachon pour un vol ensemble ou que l'on fasse voler vos collaborateurs, ou encore vous faire plaisir avec des goodies posés, pas cassés, ou prendre de la hauteur avec nos différents ouvrages. Alors, ce que l'on voit dans la vidéo, il y a plusieurs vidéos, c'est un MiG-29 et regardez comme il fume ce MiG-29, c'est dur à confondre. Alors oui, c'est un bimoteur comme le Rafale et en fait, il vient intercepter ce qui semble, rappelez-vous, possible, probable, certain, je dirais probable plus, ce qui semble être un Guérand, ce type de drone que l'on voit sur le théâtre ukrainien depuis mi-2025, qui aurait conditionnel des réacteurs chinois et d'après les sources du renseignement ukrainien, on retrouverait à bord de la plupart de ces drones, qui sont en fait des sortes de missiles de croisière longue distance, des composants américains, britanniques, japonais, allemands et même suisses. Il y aurait encore une fois du conditionnel, une capacité de production d'environ 3000 unités par mois. On reviendra dessus après, mais là ce qui nous intéresse, c'est la partie tir. Donc on voit ce MiG-29 qui ne l'engage pas missile. Je vous rappelle que dans les semaines qui ont précédé, il y a eu des petits soucis avec du R-60 ou du R-73, les missiles. Donc c'est pas impossible que là, les MiG-29 privilégient un petit peu le canon, mais on a la problématique de la vitesse de rapprochement, de votre capacité à viser, de la CFF, la Clear Field of Fire, donc avoir le champ libre pour ouvrir le feu sans s'assurer de toucher des civils derrière, le souci donc des munitions et surtout si vous voulez le tirer canon ou vous voulez le tirer missile, c'est mieux de l'accrocher radar. Or quand vous êtes très bas, avec des radars d'ancienne génération, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez beaucoup de retours de sol et votre radar n'aime pas trop.
Alors sur un avion moderne, comme par exemple le Rafale, le Mirage 2000-5, le F-16, ça ne pose pas de souci, mais sur des avions plutôt d'ancienne génération, modulo le type de radar embarqué à bord du MiG-29 et modulo les pannes possibles du radar, ça nous est tous arrivé d'avoir des pannes de radar en super étendard, en Rafale, et bien là, il faut le faire à l'ancienne et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, dans un cas idéal, vous faites l'interception, c'est ce qui s'est fait au-dessus de la mer, et vous traitez la cible avant de passer fit dry, les pieds au sec, au-dessus de zone où vous pouvez toucher des alliés. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, on voit bien, là, regardez sur les images, que ça monte pour redescendre. Quand tu es trop arrière comme ça, c'est difficile de voir la vitesse de rapprochement, c'est difficile de prendre un bon tir. Si tu veux réussir un tir, c'est mieux d'avoir de l'aspect. Donc du fait de monter pour après redescendre, rend la passe de tir plus facile et de manière générale, si tu veux tirer au canon, tu veux mettre du facteur de charge positif, ça t'aide en fait à bien envoyer tes obus comme tu le souhaites. Donc ça, c'est ce que l'on voit bien là-dessus. Le gros point de recalage, c'était non, il n'y a pas encore de Rafale français de fabrication française en Ukraine, pour une raison très simple. Il y a des négociations et de l'intention pour, initialement c'était 100, là ça va sérieusement sur 16. Il semblerait, je parle au conditionnel, on pourra creuser si vous le souhaitez, que l'armée de l'air et de l'espace française va voir des livraisons de Rafale retardées pour avoir la dernière version. Et donc ça libérait peut-être un petit peu de place au niveau des chaînes, ce qui pourrait permettre d'en envoyer en Ukraine, en retardant les livraisons pour l'armée française. Mais c'est pour avoir la meilleure version, ça c'est en tout cas ce qui se dit à l'heure actuelle. Toujours est-il, c'est un MiG-29. Il ne le fait pas au missile. Problématique au niveau des missiles, problématique au niveau de l'accrochage, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que vous comprenez toutes les difficultés de ce type d'interception et les Ukrainiens ont malheureusement déjà perdu du MiG-29, du F-16 et même du Mirage 2000. Là, ce que je veux que vous reteniez de ces images, c'est qu'il fait jour, les conditions sont parfaites, imaginez de nuit. La chasse au drone n'est pas un sport de masse. Et on attaque maintenant les fameux drones, parce que là, vous voyez tout l'effort pour en abattre un. Eh bien, en juin 2023, d'après les chiffres que l'on retrouve en source ouverte, vous avez 300 drones qui attaquent le territoire. En juin 2024, 5438. En 2025, on est sur du 6002. En 26, du 4005 à 8000 qui attaquent le territoire ukrainien. En termes de missiles, en juillet 26, on serait sur près de 400. Et d'après, encore une fois, les renseignements ukrainiens, il y aurait un objectif russe d'atteindre en octobre 2026 60 000 drones longue portée. Vous voyez ça vraiment comme des missiles de croisière avec des faibles charges militaires. Et 50 000 leurres. Parce que ce n'est pas tout d'envoyer des drones avec charge militaire. Il y a également volonté de saturer les défenses adverses à bas coût en envoyant des leurres, ce qui se fait déjà. Maintenant, et c'est là où ça va être intéressant, premier semestre 2026, les Russes annoncent de sources russes qu'ils ont intercepté, accrochez-vous bien, 63 933 drones ukrainiens. Et c'est là où il faut se recager un petit peu les chiffres, parce qu'on a également des chiffres assez impressionnant, si ce n'est absurde du côté ukrainien. Donc on va regarder un petit peu la dérive des claims dans l'histoire. En 1940, vous avez la Royal Air Force qui annonce avoir fait 2692 victoires aériennes. Après la guerre, on se rend compte qu'en fait c'est 1743. Mais le pire, c'est les Allemands. Les Allemands qui, je vous le rappelle, vont au-dessus du territoire britannique et ont donc beaucoup plus de mal à avoir le résultat de leur frappe. À partir de là, eux, ils annoncent 3058 aéronefs ennemis détruits britanniques, alors qu'en fait, il n'y en avait que 1000. Et ça a amené de la fausse information à l'état-major et ça a, entre autres, poussé à faire le switch de la tentative d'attrition de la Royal Air Force à la tentative d'attrition du moral britannique avec les fameux raids, le Blitz sur Londres. Et alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que vous voyez forcément le parallèle qui est très intéressant. Si vous surestimez le mal que vous avez fait à l'armée adverse, vous allez plus facilement changer d'objectif pensant que vous avez fait le job, alors qu'en fait ils avaient tort sur un ratio de 1 à 3. Tout simplement. Mauvaise information, mauvaise qualité de la data. Mauvaise décision et tant mieux pour les Britanniques et nous. En 41, là maintenant, on change de côté. C'est plutôt les Britanniques qui vont à l'offensive au-dessus de l'Europe et donc ils ont, encore une fois, moins accès
au BDA, Battle Damage Assessment, au résultat, ils pensent avoir détruit 322 aéronefs allemands, en fait 81, au prix de 123 tués pour les Britanniques. Donc ils pensent qu'avec leurs 123 pertes, ils en ont tué 3 fois plus, alors qu'en fait, avec leurs 123 pertes d'hommes, ils n'en ont tué que 81. Vous voyez un petit peu le biais. Autre point intéressant, en 1943, les équipages de B-17 avec les gunners, les mitrailleurs, eux, les statistiques montrent qu'entre les kills annoncés et les kills réels, on est sur un ratio de 1 à 10 parce que tout le monde a touché un avion ou tout le monde a visé un avion, tout le monde croit qu'il a abattu son avion et ça donne des comptes rendus complètement faux à l'état-major. Imaginez s'il y avait des tweets de la part de l'armée américaine après les raids et les résultats de gunners de B-17, ça serait des chiffres assez intéressants. Maintenant, si on regarde des guerres plus modernes, la Corée, non pas que ce soit très moderne, mais là on est sur un ratio annoncé par les Américains de 792 MiG abattus pour 78 chasseurs américains. En fait, c'est plutôt 550 pour 78. Ensuite, côté opposant aux États-Unis, ils annoncent, fonction des sources, 640 à 1100 aéronefs détruits, là où en fait, ça serait 78. Encore une fois, s'il faut prendre des décisions macro avec ça, ça pose des soucis. Au Vietnam, fonction des opérations, très intéressant aussi. À un moment, on a 922 aéronefs américains détruits. Côté d'Hanoï, ils disent qu'ils ont détruit 3243. Pendant Linebacker, 134 pertes officielles, 651 claims de la part des Nord-Vietnamiens. Et quand on regarde les victoires RR américaines, les Américains pensent en avoir eu pendant une opération 195. Au final, c'était 134. Pourquoi ce recalage de gyroscope avant la rentrée ? Bien pour vous amener à prendre de la hauteur sur tous ces chiffres qui ont tendance à nous arriver avant même que les avions ne soient posés. Dernier chapitre, nous attaquons les bombes planantes et propulsées. Alors ça, c'est quelque chose que je connais bien. Si vous regardez mes maquettes, mes simus, j'en ai tiré un paquet en opération pour la France. Les Russes, ils ont de l'UMPK, ça c'était en 23, de l'UMPB en 24, et maintenant ils nous sortent l'UMPK-PD, donc c'est qui va plus loin, et le UMPB-5R, pareil, qui vont plus loin. Ce que l'on retrouve en déclaration officielle, c'est que tiré de 12 km d'altitude, ça irait à 150 à 200 km. Et d'après les renseignements ukrainiens, des essais auraient été faits où les Russes arrivent à atteindre, je crois, 193 ou 194 km avec ces bombes planantes propulsées, un petit peu comme l'A2SM que l'on utilise en France. Des photos ont été vues avec 4 autres bombes de ce type sur des Sukhoi 34. Les Russes vont mettre ce type de kit, en fait, vont donner cette propulsion et la capacité à planer à différents types de corps de bombes, de 250 kg à 3 tonnes, avec des effets militaires forcément en fonction de cet armement. Pour ce qui est de ce qui se fait en Occident, l'A2SM, dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, les JDAM ER américains, et là, depuis peu, il y a une annonce qui a été faite il y a quelques jours, en août 26, par les Ukrainiens, qu'ils achètent l'égaliseur, un programme national ukrainien qui a duré à peu près 17 mois, qui va leur permettre de mettre en œuvre une bombe propulsée qui aura une portée au maximum de l'ordre de 100 à 130 km. Les tests ont été faits en Sukhoi 24. Ils pensent pouvoir l'amener sur F-16 et sur Mirage 2000. Ce qu'il faut bien regarder, c'est l'écoulement pour éviter en fait que votre bombe, quand vous la tiriez, ne soit aspirée. Et par exemple, à l'image de ces bidons, test très connu, vidéo très connue, vous amène à vous autodétruire. Donc il faut bien régler le système pour faire la séparation et s'assurer d'un bon domaine de vol pour la séparation entre le tireur et l'armement. Et maintenant, le recalage du jour qui est sur... très bien, si les Russes, ils ont par exemple un missile qui porte une bombe propulsée qui va à 200 km, la solution c'est simple, on donne des météores, et ils devraient arriver sur le territoire ukrainien, on donne des météores et ça va éviter le bombardement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la définition même du wishful thinking ou de la réflexion PPT. Donc c'est très bien quand vous faites un pitch, ça ne marche pas à l'échelon tactique. Moi je vous parle d'un point de vue purement tactique, je n'ai aucune compétence macro, chacun son métier dans les armées. Et à partir de là, d'un point de vue tactique, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est rien comprendre à la géométrie collège/lycée. Et en plus, c'est ne pas prendre en compte le retour d'expérience des bombardements ukrainiens de ces derniers temps avec les A2SM. Parce que font les Ukrainiens ? Ils ont été
très généreux en images, ils font du tir en loft. Le loft, technique ultra connue dans les armées, n'importe quel pilote connaît cette technique. Tu voles à basse altitude, hop, tu fais un cabré, tac, 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 ça monte, ça monte. Tu viens gagner en altitude, ce qui va donner de l'allonge à ton armement. Et là, tu viens à la bonne altitude tirer ton armement, tu passes sur le dos, tu redescends, tu fais ce qu'on appelle un abort et tu fais demi-tour. Pourquoi les Ukrainiens font ça? Et on voit plein d'images en MiG-29 quand ils tirent la 2SM, parce que ça vous permet de vous rapprocher de la ligne de front sans risquer de se prendre un missile longue distance russe. Ils ont les R-77, les R-37, ils en tirent régulièrement un peu pour faire barrage. Mais si vous êtes très très bas, que vous montez, à ce moment-là, le missile part, vous atteignez votre point de tir, vous faites demi-tour, vous partez, le missile ennemi ne va jamais venir vous tirer. Donc l'adversaire a peut-être gâché un missile et vous a éventuellement fait peur, mais vous êtes allé à votre point de tir parce que la géométrie parle pour vous. Pourquoi? Eh bien tout simplement à cause des vitesses. Si on prend un missile longue portée, encore une fois, tout ça c'est théorique, hein. On va dire qu'il vole à Mach 3, il va donc faire 30 nautiques, 50 km par minute. Vous voulez ouvrir le feu à 100 km de l'adversaire, encore une fois c'est théorique, eh bien votre missile va mettre 2 minutes à taper l'adversaire. Or, voler bas, monter, tirer, redescendre, ça ne prend pas 2 minutes. À partir de là, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on tire à 12 km de haut. Donc ça, c'est les portées maximum théoriques. Dans la vraie vie, ils vont utiliser peut-être 50%, 30%, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voler bas, monter et donc rentrer dans un volume où on peut vous engager pour le point de tir et après faire demi-tour, votre temps de vulnérabilité est extrêmement faible. Si vous voulez, c'est comme si vous êtes caché derrière un mur. À un moment, vous passez, vous jetez une balle, et en face, il y a quelqu'un qui est là avec une raquette de badminton et un volant de badminton, et il va essayer de vous toucher. Bah ouais, le problème, c'est que ça prend du temps à arriver, le volant de badminton. Et vous avez le temps de vous remettre à l'abri. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la base de la géométrie. Pourquoi est-ce que je vous dis que... Alors, ce n'est pas inutile, hein, ça peut marcher, ça va fonctionner un petit peu, mais ce n'est absolument pas une solution symétrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la base dans les armées, quel que soit le niveau, c'est tu regardes l'objectif, tu regardes la menace et tu en déduis ta tactique. Ce que les Ukrainiens font actuellement, c'est à cause des R-77 et des R-37, qui sont des missiles très longue portée, utilisés par les Russes, et donc ils ont mis en place une tactique pour tirer leurs bombes planantes, qui fonctionne et il est illusoire de croire que les Russes ne vont pas adapter leur méthode. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, ils arrivent haut, stables, ils ne sont pas menacés, même s'il y a quand même, avec les F-16, il faut se méfier un peu, et bien ça va les forcer à changer leur trajectoire. Mais il y aura adaptation, il n'y aura pas empêchement d'utilisation de cet armement. Par contre, ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir à comment faire mieux. Ben oui, pourquoi? Eh bien parce que si vous voulez défendre une zone face à l'avantage actuellement des bombes planantes guidées russes, il faut réfléchir de manière macro. Donc dans un premier temps déjà, si vous voulez protéger votre espace aérien avec des avions, il va falloir faire de la CAP, de la Combat Air Patrol, faire patrouiller tout simplement, il vous faut des patrouilles de police. Or ça ne peut se faire que dans une certaine zone et ça coûte du fuel et ils n'ont pas de ravitailleurs. Donc à partir de là, sur un grand front, vous doutez bien qu'il faut choisir la zone où tu fais ton effort de protection pendant un certain temps. Ensuite, une fois que tu as mis en place ton ou idéalement tes avions pour que ça puisse avoir une permanence de recherche avec les radars et de détection, il va en falloir beaucoup à cause du pétrole, et bien là maintenant il faut pouvoir détecter. Et pour détecter un avion qui vient de loin, alors l'avantage là qu'ont les Ukrainiens, c'est que les Russes c'est des gros avions et qu'avec ces bombes sous les ailes, c'est vraiment pas discret, donc la surface équivalente radar est quand même assez forte, mais donc tu vas les chercher, alors il faut voir s'il y a du Sukhoi 57 ou autre, mais à l'heure actuelle le Sukhoi 34 c'est vraiment pas discret, ce qui est un avantage, mais il faut quand même le détecter de loin. Après, il faut manœuvrer, se mettre au bon endroit pour les engager. Éventuellement, ils font des petits tours, ils te fatiguent, et tu as peut-être un problème de pétrole, parce que c'est des gros avions qui choisissent quand ils viennent, donc ils peuvent aussi décoller une fois qu'ils savent que toi, tu commences un petit peu à fatiguer et tu n'as pas de relève. Et après, il faut réussir à te placer dans une zone, dans un cône d'engagement qui est ce qu'on appelle la no escape zone parce que tu sais que lui va manœuvrer. Si tu n'es pas dans la no escape zone, tu sais qu'il va manœuvrer et que ton missile il est perdu. Et au prix du missile, ça va vite coûter extrêmement cher. Donc vous voyez que tout ça, c'est très compliqué, c'est très simple sur le papier. On livre un missile avec une plus grande portée. Dans la vraie vie, si on réfléchit un petit peu, Task Threat Tactics, il faut cibler au sol.
il faut cibler au sol. Il faut cibler les Sukhoi 34 au sol. Ça fait des années qu'on le dit, ça fonctionne, il faut cibler au sol. Et c'est là où vous voyez le parallèle avec la bataille d'Angleterre. Eh bien oui, l'histoire est un éternel recommencement. Back to basics, retour aux bases. Si on veut un petit peu se recaler les gyroscopes, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a un bras de fer, il y a de plus en plus de frappes dans la profondeur contre toute l'industrie russe. C'est très bien joué de la part des Ukrainiens, ce qu'on peut comprendre, mais il y a un moment, on a envie de dire, face aux menaces sur le champ de bataille, au niveau tactique, la plupart des 3 gallons, 4 gallons, ils vont vous dire « Hé les gars, c'est super, pourquoi on ne fait pas un retour aux bases et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas notre capacité de ciblage et de tir dans la profondeur pour venir impacter la ligne de front ?» Et à l'heure actuelle, le plus gros problème serait, encore une fois du conditionnel, ces bombes planantes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette volonté d'attrition des capacités offensives de la chasse russe? Et on n'invente rien. Un des problèmes de la stratégie allemande a été le fait de se reposer, on pourra le creuser si vous le souhaitez, sur les mauvais indicateurs pour conduire derrière leur plan macro. Et ils sont passés très proches de la capacité en fait, à détruire la Royal Air Force. Ils ont changé d'objectif, ils sont allés vers quelque chose de beaucoup plus stratégique qui ne s'est pas révélé être très fluctuant. Le général de Gaulle disait que la vraie école du commandement, c'est la culture générale. C'est toujours très intéressant de remettre un petit peu tout ça dans le contexte pour se recaler un petit peu les gyroscopes et être mieux armé face à toutes les informations auxquelles on peut avoir accès au bout de nos doigts en 2026. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Dites-nous si le petit concept de la vidéo recalage vous a plu. Je sais que j'ai des soucis d'éclairage, c'est parce que j'ai des lumières partout. Et là, je suis entre 2 séances de vol. On a volé ce matin, c'était superbe. Et là, j'emmène des amis survoler un petit peu le bassin d'Arcachon en fin de journée. Donc j'en profite, ça m'évite de faire un peu de route. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le bassin d'Arcachon. Et puis, vous voulez voir un petit peu, hop, regardez, notre petit behind the scene. On a notre petit FK9, le petit Pioneer 200. Et c'est ici que ça se passe. Et puis nos petits cockpits avec, eh ben oui, forcément, je vous l'ai dit, les petits souvenirs. C'était une autre époque. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. On a des beaux drapeaux ici. Vous avez vu, je pense que vous reconnaissez. Et n'hésitez pas à vous abonner, à venir nous voir ou pourquoi pas à nous faire intervenir dans votre entreprise. Ça va bientôt être la reprise avec septembre. Je vous dis à très vite. Fly safe.